On va pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits à ce deuxième webinaire sur les fonctions des compartiments de la haie pour la biodiversité. Je vais laisser Justine Thomas présenter dans un premier temps un peu le programme dans lequel s'inscrit ce webinaire. Et ensuite, on laissera la parole à David Roland de la Fédé départementale de chasse des Côtes d'Armor pour nous faire cette présentation sur les fonctions des compartiments de la haie pour la biodiversité. Justine, je te laisse prendre la main. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Je suis Justine Thomas, conseillère en agroforesterie à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Et en l'absence de Madame Six de la région, je vais vous présenter rapidement dans quel programme s'inscrit ces webinaires. Ça s'inscrit dans le cadre du plan agroécologique. Donc, le plan agroécologique, c'est porté par la région Hauts-de-France, la DRAF et les chambres d'agriculture Hauts-de-France. Donc, c'est un plan qui s'étale de 2020 à 2025 et notre série de webinaires et les visites terrain qu'on a parfois sur l'agroforesterie s'inscrivent dans ce plan. Les ambitions de ce plan, en fait, c'est d'avoir 25% de fermes engagées en agroécologie en 2025. L'objectif, c'est d'accompagner à la transition agroécologique les entreprises agricoles dans l'objectif qu'elles soient plus résilientes et performantes. Donc, pour cela, rapidement, le plan est décliné en 4 axes. Donc, un premier axe sur l'amélioration et la diffusion des connaissances. Un deuxième axe sur l'accompagnement des agriculteurs dans l'adaptation et la reconception des pratiques de production. Un troisième axe qui est plus large et qui là s'intéresse aux filières et aux territoires en lien aussi avec la transition agroécologique et puis recréer le dialogue avec les citoyens, entre monde agricole et citoyen. Et puis un quatrième axe où il s'agit en fait d'observer et voir ce que l'on fait, quels sont les résultats en fait, piloter l'agroécologie dans les Hauts-de-France. Donc, concernant l'agroforesterie, pardon, le plan il vise au développement de plantations, donc notamment avec le PREAD, à favoriser la recherche et le développement et à communiquer et diffuser les résultats et les connaissances. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se place le webinaire d'aujourd'hui qui va vous être présenté là tout de suite par Monsieur Roland. Merci Justine. Juste une petite précision pour le cadre de ce webinaire. N'oubliez pas de bien couper vos micros. Et ensuite, pour le question-réponse, après la présentation de David, on prendra les questions dans le chat et comme ça nous permettra de faciliter un peu les questions-réponses, ce temps-là. Je vois qu'il y a déjà un petit problème. J'ai des cadres gris devant les diapos. Dans ce cas-là, David, est-ce que tu peux partager ta présentation, voir si il y a ce problème-là ou si c'est réglé? Vous voyez mon écran là? Oui. Oui, Parfait. ça m'a l'air bon. Ok, Ça a l'air bon. David, je te laisse la main. Ok, donc merci et donc bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle David Roland, je suis chargé d'études habitat et biodiversité à la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor. Je suis également référent régional pour le déploiement du label haie et donc membre du bureau de la FAC agroforesterie. L'objet de ce diaporama, c'est de vous parler donc de l'intérêt de la haie pour la biodiversité, puis d'expliquer un petit peu le rôle des différents compartiments qui constituent en fait une haie. Donc, dans les régions en fait peu forestières, le bocage en fait structure l'espace agricole et donne forme à nos paysages ruraux. Juste pour se le rappeler, hein, on qualifie de bocage donc un paysage qui est constitué de prairies et de cultures entourées d'éléments linéaires de végétaux ligneux. Donc, il existe forcément
plein d'autres définitions, mais celle-ci nous paraît pertinente. Donc, les haies, en fait, dans nos paysages, présentent différentes physionomies selon en fait leur composition floristique et également les modalités de gestion et d'entretien qui y sont appliquées. À l'écran, là, on perçoit à quelques centaines de mètres seulement, hein, les unes des autres, deux haies qui présentent une physionomie différente. Donc, une haie en bas à gauche constitué essentiellement d'arbustes et d'arbres de haut jet, hein. Ce sont des chênes pédonculés couverts de lierre qui font à peu près une quinzaine, une vingtaine de mètres de haut. Et puis en haut à droite, une haie d'arbustifs, hein, essentiellement constituée prunelier, sureau, aubépine, taillés sur les trois faces au carré. Donc forcément, selon la constitution végétale et les modalités de gestion, bah, ces haies remplissent différentes fonctions. Et pour la biodiversité, forcément, elles présentent des habitats différents. Euh, qui accueilleront donc forcément des espèces différentes. Donc aujourd'hui, hein, c'est de notoriété. La haie est une ressource d'intérêt général, donc une image qu'on aime bien reprendre à la fac, mais on la considère comme un couteau suisse un peu des services écologie, notamment pour faire face à tous les enjeux environnementaux auxquels nos sociétés eh bien, aujourd'hui doit répondre. Donc tous ces rôles, hein, que ce soit au niveau de la préservation de la ressource en eau, de la protection des sols, de production de biomasse ou captation de carbone, eh bien, ce sont des services aujourd'hui reconnus. En agroécologie, eh bien, forcément, la haie, au-delà du fait qu'elle fertilise les sols, accueille aussi toute une biodiversité qui peut être constituée de précieux auxiliaires pour les exploitants agricoles et notamment ce qu'on cite souvent, ce sont les espèces qui assurent des rôles de pollinisation ou de régulateurs de ravageurs. Pour la biodiversité, donc en introduisant en fait la troisième dimension dans l'espace, on démultiplie en fait les différentes niches écologiques et on démultiplie donc la capacité d'accueil de ces paysages en proposant des habitats qui sont utilisés forcément par une foultitude d'espèces. Donc tous ces services, parce qu'il pourrait y avoir aussi une bulle avec trois petits points, hein, eh bien, sont assurés à condition, et ça c'est important de bien le percevoir, à condition d'avoir des haies en bon état écologique. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, nous reverrons en fait les modalités de gestion pour essayer de rétablir ou conserver ce bon état écologique. Et ces haies, en plus, elles doivent être inscrites dans un bocage dense et connecté. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, nous mènerons des activités de reconstitution bocagère, généralement deux façons de faire, soit par des actions de plantation, soit par des actions de régénération naturelle, assistée ou non. Donc globalement, en France, on observe donc deux situations différentes, hein, mais notamment on observe des dynamiques un petit peu contraires. Et malgré tous les investissements et tous les programmes de réhabilitation de ces haies, en fait, les réseaux de haies continuent de s'éroder à un rythme même qui s'est accéléré ces 4 dernières années. Puisqu'aujourd'hui, le chiffre qu'on annonce, hein, c'est une érosion au rythme de moins 23 500 km par an. Alors, différentes causes pour expliquer cela, hein, des problèmes toujours de destruction de haies, en lien notamment avec l'agrandissement des parcelles agricoles, des problèmes de mauvaises pratiques d'entretien et d'usage, souvent donc avec une fréquence d'entretien un petit peu trop forte et notamment en utilisant des outils inadaptés, hein, et pareuses lamiers ne sont pas des outils pour gérer des haies. Et puis à contrario aussi des problèmes de vieillissement de ligneux non régénérés, c'est-à-dire des haies qui sont complètement abandonnées de la gestion et au bout d'un moment, des haies très sénescentes, les arbres meurent et ne sont pas renouvelés. Les jeunes plantations, beaucoup de programmes de plantation en France, hein, eh bien, ces jeunes plantations souffrent également de mauvaise gestion et notamment souvent par manque d'appropriation par les agriculteurs. Globalement, la biodiversité eh bien, n'est pas forcément aussi dans une situation glorieuse, puisqu'aujourd'hui, quel que soit un petit peu le taxon, on s'intéresse, hein, aux mammifères, aux reptiles, aux amphibiens, aux oiseaux, etc. Eh bien, la plupart de ces taxons présentent en France et même dans le monde, hein, des diminutions d'effectifs et des espèces aujourd'hui disparaissent. Deux chiffres qu'on avance souvent, bon, c'est un peu les plus utilisés en France, hein, et si on s'intéresse aux oiseaux, eh bien, 33% des oiseaux en espace agricole ont disparu ces 25 dernières années, comme les insectes volants qui ont disparu, alors de manière assez sévère, puisque en biomasse, on a observé donc une diminution de 74% ces 27 dernières années. Et on pourrait prendre tout un tas d'autres exemples et on serait sur les mêmes tendances. Pour expliquer un petit peu cette forte érosion de la biodiversité, donc différentes causes sont quand même identifiées. Tout d'abord,
la fragmentation des habitats, c'est-à-dire des tâches d'habitat qui se réduisent et qui deviennent de plus en plus éloignées les unes des autres, donc souvent en lien avec un développement, un essor, une extension de nos zones urbanisées, un développement également de nos infrastructures linéaires qui vont engendrer donc des ruptures et puis vont être contraignantes pour assurer les échanges métapopulationnels. Et donc forcément, ces tâches d'habitat sont de moins en moins accessibles à la faune et surtout deviennent tellement éloignées au-delà en fait des capacités de dispersion des espèces. À une autre échelle, donc une autre cause identifiée, c'est la diminution de la proportion d'éléments naturels et semi-naturels dans les paysages, notamment en lien avec l'agrandissement des parcelles agricoles, qui aboutissent à des homogénéisations des paysages. Si on prend juste l'exemple à l'écran, hein, une parcelle qui fait aujourd'hui 18 hectares était dans les années 50 constituée en fait par 18 parcelles d'un hectare. Donc forcément, en plus, ces parcelles étaient entourées de haies. Donc c'était autant, comment dirais-je, d'éléments de naturalité qui constituaient des habitats pour la faune et la flore, pour la biodiversité. Une autre cause du déclin de cette biodiversité, alors juste avant d'aborder une autre cause, juste une étude hein, très intéressante, l'étude Bilter, qui a été réalisée, donc vous voyez, il y a quelques années, en 2008, hein, mais qui avait démontré en fait que la diminution de la proportion des éléments naturels de paysages enfin, dans les paysages avait des conséquences en fait directes sur tout un tas d'espèces ou de groupes d'espèces. Donc là, vous voyez donc à l'écran trois graphiques pour illustrer que plus la proportion d'éléments semi-naturels ou naturels sont présents dans l'espace, plus les oiseaux, la flore herbacée ou les insectes sont abondants et assez facilement compréhensibles. Donc cette étude, en fait, c'était une synthèse d'autres études. Hein. C'était un état de l'art qui avait été réalisé à l'échelle européenne. Donc beaucoup d'études françaises y avaient contribué. Une autre raison qui explique cette disparition de biodiversité, c'est la modernisation des équipements agricoles, hein, des équipements qui deviennent toujours de plus en plus larges, de plus en plus rapides, et forcément avec des conséquences de destruction sur la faune ou la flore, et puis bah, l'usage massif de produits phytosanitaires qu'on a du mal aujourd'hui globalement à diminuer. Donc voilà, forcément, ça engendre des causes de destruction de la faune sauvage. Donc aujourd'hui, le bocage est susceptible de répondre à ces forts déclins. Et donc aujourd'hui, la préservation de bocage dans un état fonctionnel qui permette d'accueillir une biodiversité eh bien, représente en fait des enjeux forts dans le maintien de cette biodive, et notamment toutes les espèces qui vont être liées à l'arbre ou à l'ambiance forestière. C'est-à-dire que souvent, on entend parler de la haie, par exemple, comme corridor écologique ou habitat hein, permanent ou temporaire pour des espèces. Mais de quelles espèces parle-t-on? Aujourd'hui, ce qui est menacé et en très fort déclin dans les espaces agricoles, ce sont les espèces qui sont liées aux arbres, justement, ou à l'ambiance forestière. Et c'est aujourd'hui la restauration, la préservation d'habitats pour ce groupe d'espèces qu'il faut absolument maintenir. Donc, on parle de corridors écologiques, on parle notamment de rétablissement des continuités écologiques. Ça a été traduit d'ailleurs dans les documents d'urbanisme à travers la politique d'identification de la trame verte et bleue. Et bien, nos haies, forcément, vont constituer la trame verte dans nos territoires. Donc, les haies jouent un rôle en fait majeur pour la préservation des espèces hein, qui les utilisent forcément comme lieu d'alimentation, de reproduction ou encore d'abri. Donc, je l'ai déjà dit, mais elles représentent justement des habitats permanents temporaires, elles servent de corridors. Donc, en fait, la fragmentation des habitats, c'est ce processus hein, de réduction en fait, de surface des habitats et une augmentation en fait, de l'isolement spatial en lien avec la capacité de dispersion des espèces. Donc, il faut aujourd'hui que les espèces puissent se déplacer dans nos espaces agricoles, donc espaces ouverts, sans quitter l'environnement boisé pour toutes ces espèces qui sont liées aux arbres notamment. Donc, il faut rétablir des continuités écologiques sérieuses. Donc, en fait, pour nous qui sommes gestionnaires, eh bien, on avait besoin d'outils de diagnostic et un petit peu d'éveil quant aux critères à prendre en compte pour apprécier la capacité d'accueil de nos haies. Donc, on a travaillé, nous, pour essayer d'identifier des indicateurs, souvent des indicateurs de mesure indirecte, en fait, de la biodiversité, en décrivant, en fait, des niches écologiques, donc en appréciant la capacité d'accueil ou de déplacement des espèces, et ce, à différentes échelles, puisque on sait qu'il y a des interactions aux différentes échelles avec des conséquences
l'existence ou la pérennité des espèces. On voulait que ces critères donc, soient fondés sur des connaissances scientifiques solides, donc à travers notamment donc ceux que je vais vous présenter retenus ou identifiés à travers la bibliographie, mais surtout c'est qu'on a voulu vérifier si l'exactitude en fait des critères retenus avait une réalité sur l'accueil de la biodiversité in situ sur le terrain. Et on voulait aussi que ces indicateurs soient appropriables par le plus grand nombre et compréhensibles par le gestionnaire, que sont pour l'essentiel des situations les agriculteurs. Ne pas oublier que 80% des linéaires de haies en France sont gérés par les agriculteurs. Donc on a développé un programme donc de 2015 à 2019 avec trois partenaires qui étaient donc une communauté d'agglomération, la Trégor communauté dans l'ouest des Côtes d'Armor, donc à travers notamment ses actions sur le bassin versant du Léguerre, l'INRAE, donc l'UMR Bagap de Rennes, qui s'intéresse à l'écologie des paysages, et la Fédération des chasseurs. Donc on a créé un programme de recherche-action qui avait pour objet justement d'évaluer le potentiel d'accueil de la biodiversité et affinité forestière à l'échelle de la haie d'une exploitation agricole, donc via notamment le module biodiversité du plan de gestion durable des haies. On voulait valider ce choix d'indicateurs pour l'analyse de la fonctionnalité des haies et des bocages. Et puis, on voulait créer une évaluation de la diversité donc carabique et floristique des haies. Donc, c'est en fait le modèle qu'on a utilisé en tant que bioindicateur pour valider nos résultats. Donc, les différents critères que je vais vous développer tout à l'heure sont ceux qui sont inscrits dans les plans de gestion durable des haies. Donc, un plan de gestion durable des haies, en fait, c'est un document de planification, un document d'aide plutôt à la planification qui permet à l'agriculteur de connaître ses haies, son capital bois et les manières de le gérer durablement. Et donc, au sein de cet outil, il y a un module qui permet justement d'évaluer le potentiel d'accueil de la biodiversité affinité forestière à l'échelle de la haie, puis à l'échelle de l'exploitation. Et aujourd'hui, les critères présentés sont également utilisés, je dirais, à plus vaste échelle pour envisager ou pour réaliser des diagnostics de territoire. Donc la haie est un élément donc structurant du bocage. Donc une haie en fait c'est pas un élément uniforme de bois, hein. Elle est constituée de différents compartiments. Et une image que j'aime bien prendre, une haie c'est un petit peu comme une armoire avec plein de tiroirs. Mais il faut que tous ces tiroirs soient en bon état écologique, en bon état de conservation pour accueillir un maximum d'espèces. Et dans chacun de ces tiroirs, on rencontrera des espèces, mais certaines espèces fréquenteront différents tiroirs. Donc en fait, j'ai juste un petit souci là de visuel, voilà. Donc différents compartiments qui constituent autant de microbiotopes qui deviennent pour les espèces des micro-habitats, donc qui les utilisent. Donc en fait, une haie, c'est plein de compartiments qui vont accueillir des espèces différentes. Et à chaque niche écologique, en fait, correspondent des biocénoses qui s'organisent aussi en communauté. Ça, c'est important de le comprendre puisque dans chaque coin, en fait, ou compartiment de la haie, on rencontrera des communautés différentes. Donc, une niche écologique, en fait, eh bien, ça correspond à ce que mange l'espèce, ça correspond aux conditions d'habitat qu'elles vont utiliser pour s'abriter, aux conditions d'habitat qu'elles vont utiliser pour se reproduire. Ça correspond aussi aux différentes interactions qu'elles vont avoir à l'égard de leurs prédateurs, etc. Donc, ça va réunir en fait des êtres vivants qui sont très proches, mais qui vont vivre en bon voisinage dans un milieu restreint. Une haie, ça occupe un espace restreint au sein d'une exploitation, et tout en évitant la concurrence directe. Euh, donc, ces différents, justement, porteront, comme je l'ai déjà dit, sur la spécialisation alimentaire, sur le partage de l'espace, le partage du temps. Un exemple que j'aime bien prendre, si on regarde ces deux rapaces, donc un faucon cresserelle et une chouette hulotte, donc deux espèces qui vont fréquenter la haie, qui vont utiliser les mêmes cavités pour s'abriter ou s'y reproduire. Elles vont chasser dans les mêmes cultures ou mêmes prairies adjacentes, mais pour éviter d'entrer en concurrence, eh bien, elles se partagent le temps. Il y en a un qui chassera sur les prairies le jour, l'autre qui chassera sur les prairies ou les cultures la nuit. L'autre exemple des plantes vernales, donc les plantes des espèces forestières très communes que l'on rencontre dans les haies, qui vont avoir choisi une stratégie de fleurir très tôt en saison, avant que les feuilles se reproduisent, pour assurer une meilleure efficacité dans leur reproduction et dans leur pollinisation. Forcément, plus tard, d'abord, elles sont masquées par les abondants feuillages des ligneux, et surtout, c'est que beaucoup d'autres fleurs apparaissent au cours du printemps, et donc qui les concurrenceraient et qui diffuseraient en fait les pollinisateurs, et qui donc pourraient affecter leur qualité de reproduction. Donc, on sait pour le recrutement de ces différents critères, le choix des compartiments en fait qui vont avoir une importance majeure dans
l'évaluation de la biodiversité d'une haie. Donc, on s'est inspiré en fait de l'indice de biodiversité potentielle, donc un outil qui a été développé en milieu forestier, donc qui va justement s'appuyer sur de la description de niches. Donc, on a retenu un certain nombre de facteurs clés auxquels on a attribué une pondération. Donc, pour chaque critère, eh bien, ont été identifiées 3 à 5 classes, de la plus favorable à la moins favorable. Et ce qui nous permet au final donc d'apprécier donc à travers cette pondération d'attribuer en fait une note à la haie pour apprécier sa qualité. Donc l'outil a été testé donc en Bretagne et dans les régions limitrophes initialement et aujourd'hui c'est en déploiement partout en France via l'usage du plan de gestion durable des haies. Alors évidemment ces critères qu'on a retenus, on a voulu les quantifier et quantifier surtout leur signification écologique, c'est-à-dire une haie qui à partir de nos critères apparaît en bon état écologique, on a voulu percevoir et vérifier qu'elle accueillait justement réellement une biodiversité qui était en meilleur état fonctionnel qu'une haie qu'on aurait définie en mauvais état écologique. Et pour cela, on a choisi 2 groupes bioindicateurs, donc les coléoptères carabiques et la flore. Donc voici un peu ces indicateurs, on les reprendra après dans le détail, mais donc ils sont au nombre de 9. Donc avant de décrire une haie, on va regarder, enfin, lorsqu'on décrit une haie, plutôt, on va décrire son embase, donc la façon, au niveau topographique, la façon dont elle est implantée sur le sol. On définira ou on appréciera la présence d'un ourlet herbacé de part et d'autre de cette haie et on prendra en compte sa largeur. On notera la présence de lianes dans les étages bas de la haie et une liane auquel on accordera une certaine importance, donc qui est un bon témoin comment dirais-je, de l'amorce des successions écologiques vers la forêt, c'est la présence de la ronce. On décrira la structure verticale et horizontale en fait de la haie en tant que telle, donc comment sont organisés les végétaux ligneux sur cette haie, donc en identifiant les différents étages. On serait en forêt, on parlerait de strates. Donc la présence de la strate arbustive basse qui correspond à l'étage 2 dans le PGDH, la strate arbustive haute et la strate arborescente. Donc on note la présence de ces strates et on note leur continuité horizontale et verticale. On apprécie la largeur de la canopée, donc qui est essentielle. Donc c'est la largeur, ce qu'on appelle des houppiers. Donc c'est l'ensemble des branches des arbres, eh bien quelle emprise au sol elles ont. Plus c'est large, mieux c'est. On notera la diversité des essences. On accorde une certaine importance aux espèces d'intérêt, on va dire sectoriel, géographique, puisque certaines espèces dans nos paysages sont devenues très rares, souvent au gré d'un surentretien. Eh bien les mettre en lumière, bah, c'est toujours d'un intérêt écologique et culturel et biogéographique évident. Et enfin, on appréciera la présence de microhabitats. Donc, microhabitats dans la partie basse de la haie, mais aussi qu'on appelle les dendro-microhabitats, donc les microhabitats qu'on rencontrera dans les arbres. Donc, dans ces compartiments, donc le premier, c'est l'embase, donc la façon dont la haie est implantée sur le sol. Donc, la bibliographie nous a démontré que la largeur de l'embase et la microtopographie liée à la surélévation, donc la présence par exemple d'un talus, crée des microclimats et des microhabitats qui correspondent aux exigences fines de nombreuses espèces. Donc, c'est-à-dire que autant que possible, lorsque la haie est sur un talus, eh bien, c'est mieux. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir ce promontoire fait qu'on ça va entretenir en fait des microclimats qui seront différents selon l'exposition du talus, hein, face nord, face sud, et donc des différences de température qui peuvent être de l'ordre en moyenne sur l'année de 2 degrés, hein, et qui forcément induiront des présences de communautés végétales différentes avec en lien des communautés animales différentes. De même, la présence d'un talus facilitera la présence d'espèces fouisseuses. Donc, toutes les espèces qui vivent dans des terriers eh bien, seront facilitées par ce promontoire. Et forcément, ça créera autant de micro-habitats, hein, les terriers, qui seront squattés par d'autres espèces commensales. Si ma haie est à plat, le critère qui sera important à prendre en compte, c'est la largeur. Plus la largeur d'emprise de la haie au sol sera élevée, mieux ce sera. Donc voilà, donc, un message fort, hein, pour les gestionnaires, c'est de laisser de la place à la haie, c'est absolument déterminant
pour augmenter la capacité d'accueil de cette haie. Et lorsqu'on peut avoir un talus, ou lorsque on recrée du linéaire, lorsqu'on peut implanter ces haies sur talus, eh bien, ça apporte une plus-value écologique évidente. Alors, voici quelques taxons, quelques espèces qui seront favorisées par la présence, par exemple, d'un talus, hein. Donc, juste pour dire que il y a le rouge-gorge, tous les oiseaux ne nichent pas au sol. Donc, c'est très commun que le rouge-gorge, en fait, niche à flanc de talus, comme d'autres espèces, hein, un accenteur mouchet ou d'autres, et donc qui seront favorisés par la présence de ce talus. La vipère pédiade que j'ai mis ça pourrait être la vipère aspide dans d'autres secteurs, au centre de ma slide, parce que la disparition de ces populations est vraiment très corrélée à la disparition des linéaires de talus. Un certain nombre d'espèces fouisseuses, hein, donc j'ai mis le lapin de Garenne, j'aurais pu mettre aussi le campagnol ou d'autres espèces, par exemple d'hyménoptères qui créent des terriers, qui seront utilisés ensuite par d'autres espèces, hein, des squatteurs, notamment souvent des amphibiens qu'on retrouve dans les terriers, le hérisson qui utilise beaucoup les terriers de lapin, par exemple, ou terriers de blaireau. Et puis, bah, leurs prédateurs seront également favorisés par leur présence. Euh, et qui vivront dans des terriers, donc belets, termines, putois, etc. Donc l'intérêt d'avoir alors j'ai pas fait figurer de flore, mais la flore forcément sera différente entre la face nord et la face sud du talus, et donc forcément on présentera des communautés différentes. Le fait d'avoir ce talus, eh bien, on diversifie les habitats et ça apporte une plus-value dans le paysage. Juste pour parler de niche écologique, hein, donc trois espèces de mustélidés qu'on peut rencontrer dans un talus qui n'entreront pas en concurrence simplement par le fait de leur taille et qui leur permettra en fait d'explorer lorsqu'ils chassent des tailles de terriers différentes pour accéder à leur proie. La présence d'un ourlet herbacé, donc c'est pareil, hein, la bibliographie nous a montré que la présence de cet ourlet eh bien, va diversifier justement la présence des fleurs, de la flore herbacée en pied de haie. Cet ourlet herbacé, donc, il ne sera pas soumis à la pression d'entretien de la parcelle, que ce soit en termes de fauche, de pâturage ou de travail du sol, eh bien, présentera des communautés végétales qui diversifiées. Cet ourlet herbacé jouera aussi un rôle de corridor écologique pour le coup pour les espèces qui seront les espèces prairiales, hein, liées à la prairie. Alors, autant que possible, cet espace enherbé, il doit être le plus pérenne possible, c'est-à-dire que même si on perçoit des modifications de flore au fil du temps, eh bien, il ne faut pas le ressemer. Il faut savoir qu'un écosystème prairial commence à se stabiliser au bout d'une vingtaine d'années. Et puis donc, forcément, beaucoup d'espèces seront favorisées, hein. Donc, volontairement, au centre, j'ai mis l'abeille domestique, puisque la diversité de la flore, notamment dès lors qu'on voit apparaître des plantes vivaces, eh bien, permet d'augmenter en fait la capacité pour toutes les espèces floricoles, hein, donc qui seront très liées aux fleurs et qui consommeront donc corolle, pollen, nectar. Et donc forcément, plus il y aura de pollinisateurs présents, plus ce sera aussi intéressant pour l'agriculteur en ayant des pollinisateurs qui, à un moment donné de l'année, sauront polliniser les cultures. Mais également, donc, cet ourlet herbacé jouera un très grand rôle dans le maintien des populations de lombriques, hein. On a identifié des populations de lombriques 20 fois supérieures dans l'ourlet herbacé par rapport à la culture. Ce sera aussi un lieu donc, de reproduction privilégié pour certaines espèces, notamment bah, par exemple des oiseaux nichant au sol, hein, ici l'alouette des champs, mais les gallinacées, hein, perdrix gris, faisan, perdrix rouge, sauront exploiter cet ourlet herbacé à profit pour s'y reproduire. Les reptiles seront très favorisés par la présence d'un ourlet herbacé. Les coléoptères carabiques, hein, donc un groupe aussi qui parle aux agriculteurs parce qu'il il est identifié comme précieux auxiliaire de culture. Ben, à un moment, lorsqu'il y a du travail dans le sol, forcément beaucoup de destruction des individus, et bien au moins l'ourlet herbacé, alors que ce soit en hiver ou lors des travaux du sol, et bien permettront en tant qu'espace ressource de réalimenter le peuplement de la parcelle, etc., etc. Alors les fleurs aussi bah, produisent des graines, donc pour tous les fringiles, hein, tous les oiseaux consommateurs de graines, forcément ils seront favorisés par la présence d'un ourlet herbacé. Alors cet ourlet, plus il est large, mieux c'est. Essayez d'avoir à minima un ourlet on va dire d'1 mètre de large de part et d'autre de la haie, eh bien ça apporte une plus-value qui sera appréciable. Juste une photo ici d'une haie complète, hein, qui présente justement un ourlet herbacé efficace d'une à peu près 1 mètre de largeur, mais qui sera efficace au niveau écologique dans cet environnement. Donc une haie aussi qui présente, hein, on les identifie bien, hein, un étage arbustif bas
dense et fournie, où la ronce est bien présente, un étage arbustif haut également présent, puis au-dessus, les arbres. Alors, justement, la stratification, la présence des différents étages dans la haie, eh bien, c'est essentiel. Il faut savoir qu'il faut maintenir une continuité verticale entre ces étages, c'est-à-dire qu'il faut de la végétation ligneuse du sol à la cime des arbres. Beaucoup d'espèces vont explorer eh bien, tous ces étages. Par exemple, des araignées qui tous les jours chasseront du sol à la cime des arbres, se laisseront tomber et recommenceront. Un exemple que j'aime bien prendre, que je trouve qu'il est un peu symbolique, le pouillot véloce, donc une petite fauvette très fréquente dans nos bocages, une espèce forestière, mais très abondante dans les bocages, eh bien, le sera à condition d'avoir des haies pluristratifiées, puisque l'espèce nichera dans les parties très basses de la haie, notamment généralement à moins d'un mètre de haut, mais ira s'alimenter à la cime des arbres. Donc, s'il manque un des deux étages, cette espèce, par exemple, ne pourra pas être présente. Une autre espèce, je ne sais pas si vous en avez dans les Hauts-de-France, mais la couleuvre d'Esculape, par exemple, donc c'est un reptile qui a pour habitude de chasser aussi dans les arbres, mais bon, elle ne vole pas, donc elle est obligée d'avoir des branches pour s'appuyer dessus et pouvoir explorer les différents étages de la haie en recherche de nids pour consommer œufs et oisillons. Donc c'est important d'avoir de la végétation ligneuse, du sol à la cime des arbres. Il faut savoir qu'à peu près 80% de la biodiversité présente dans une haie l'est à moins de 2 mètres de hauteur. Donc ici, quelques espèces qui seront favorisées par des haies pluristratifiées. Donc ce sont pour l'essentiel de ce que j'ai représenté des espèces forestières très présentes, relativement communes dans le bocage, hormis le muscardin ou le grand rhinolophe, mais qui le seront à condition d'avoir ces haies pluristratifiées hautes. Juste ici, une illustration pour vous présenter un petit peu comment les oiseaux utilisent la haie. Donc, ils n'utilisent pas tous les mêmes étages, enfin, ni au même moment, ni au cours de l'année. Et donc, forcément, on peut percevoir que si un étage est absent, eh bien, les espèces qui seront directement impactées par l'absence de ces étages. Et par contre, si on a des haies pluristratifiées hautes, eh bien, toutes ces espèces qui figurent à l'écran, pour l'essentiel des espèces très communes, eh bien, seront présentes. Alors, juste un point quand même, aujourd'hui, la biodiversité qui disparaît dans nos haies, c'est une biodiversité qui appartient pour l'essentiel à ce qu'on qualifie de biodiversité ordinaire, mais qui, pour certains taxons, deviennent de moins en moins ordinaires. Donc voilà, la largeur de la haie est essentielle. Donc là, pour le coup, je m'intéresse à la largeur du houppier, la largeur d'emprise par les arbres. Et donc, pour essayer d'encourager à avoir une certaine efficacité, donc c'est cette largeur de houppier, largeur de couronne, qui permettra de maintenir une ambiance forestière, donc un microclimat qui sera favorable à la présence de beaucoup d'espèces dans la haie. Donc, et des fois, pour élargir des haies, ne pas hésiter lorsqu'on fait de la reconstitution, à planter de la haie double, voire de la haie triple. Et puis, si on mise sur de la régénération naturelle pour recréer de la haie, lui laisser suffisamment de place, 3, 5, 7 mètres, pour que ça se colonise par les ligneux et que ça constitue un corridor de qualité. Donc, la bibliographie nous a permis d'identifier un peu cette phrase synthétique, qui est que la largeur de la haie contribue à l'existence de conditions micro-environnementales proches de celles des milieux forestiers. Le volume végétal engendré et la composition des cortèges floristiques facilitent la présence d'espèces forestières dans la matrice agricole. Aujourd'hui, c'est quasiment ce qui est le plus menacé dans nos espaces bocagers, d'autant lorsque les haies sont dégradées. C'est-à-dire qu'une haie, si elle n'est pas suffisamment large, eh bien, elle ne permettra pas d'entretenir ce microclimat qui permettra justement la présence d'espèces aussi communes que la primevera call, la stellaire holostée ou encore la jacinthe des bois. Et de surcroît, des insectes comme les coléoptères carabiques forestiers ou des mollusques comme l'escargot de Quimper, une espèce protégée chez nous, elles sont présentes dans les haies, mais à condition d'avoir une largeur suffisante qui entretienne justement ce microclimat forestier, donc plus d'ombrage, plus d'humidité, moins de vent. Plus on aura d'espèces végétales, plus on aura d'espèces animales. Il faut savoir que dans nos paysages, et ça c'est quasiment un adage qui est une règle un petit peu
mondiale, plus on a d'espèces végétales, plus on a d'espèces animales. C'est-à-dire qu'on a dans nos écosystèmes affaire souvent à des espèces plutôt spécialistes. C'est-à-dire qu'on a identifié des cortèges qui ne seront inféodés qu'à la présence du chêne, d'autres espèces qui seront inféodées qu'à la présence de l'aubépine, qu'à la présence du noisetier, etc. Le simple fait d'avoir ces trois espèces dans une haie, eh bien, permettra de démultiplier d'autant la richesse spécifique, puisque un consommateur ou une espèce qui se reproduira, par exemple, que sur le noisetier, eh bien, permettra aussi l'accueil dans cette haie de tous ces prédateurs, de tous ces parasites ou parasitoïdes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des règles. Donc, lorsque vous reconstituez de la haie, plantée diversifiée et vous facilitez la présence de diversité floristique euh, pour enrichir la capacité d'accueil de la haie. Alors, des modalités de gestion aussi, en allégeant la pression d'entretien sur les haies, permettra de favoriser aussi de la diversité végétale. Donc, juste ici une illustration d'espèces qui sont très, très liées à l'aubépine monogyne, certaines exclusivement, hein, comme la chenille du gazé, qui ne consommera que des feuilles d'aubépine, ou la rhinquite de l'aubépine, ou encore cette punaise qui ne se reproduira et qui ne consommera que de la sève d'aubépine. Une espèce, par exemple, comme la tourterelle des bois, est très liée aux arbustifs bas de surcroît épineux. 80% des nids se retrouvent dans des essences comme le prunelier, l'aubépine ou le sureau, et en plus, à condition d'être accompagné de lianes, une espèce aujourd'hui en très fort déclin au national. La présence de lianes, donc ça c'est important aussi. Donc elle vient un peu parfaire en fait la haie. Donc favoriser les lianes. Donc j'ai volontairement illustré avec deux lianes qui sont très malmenées dans les haies. Donc notamment la ronce, hein, qui naturellement amorce et crée les conditions micro-environnementales qui seront favorables aux conditions de vie des espèces ligneuses, hein. On dit régulièrement un adage, hein, mais que la ronce est le berceau du chêne. Ce n'est pas galvaudé, puisqu'elle va préparer à la fois le sol et les conditions microclimatiques qui favoriseront la germination d'un gland. Par ailleurs, elle sera profitable à énormément d'espèces qui ne vivent en fait ou qui ne dépendent que de la ronce en tout ou partie de leur mode de vie. Et le lierre, qui est souvent aussi malmené, hein, on considère qu'il contraint la croissance des arbres, c'est absolument faux. Et au contraire, c'est une espèce aussi qui assure un rôle écologique majeur dans nos écosystèmes, puisque c'est la dernière fleur à fleurir dans les paysages, comme c'est la dernière ressource disponible en matière de baies pour les frugivores. En plus, une baie qui reste sur la plante jusqu'au mois de mars, à un moment où d'autres plantes vont prendre le relais. Donc, préserver le lierre, préserver la ronce. La ronce est aussi un bon indicateur de pression sur l'entretien des pieds de haie. La préservation aussi des micro-habitats. Donc d'abord, on accordera une attention à la présence de micro-habitats en pied de haie. Donc le simple fait d'avoir un fossé qui sera temporairement inondé, une mare appuyée à une haie ou un cours d'eau longeant la haie, eh bien, apportera une plus-value écologique. Le simple fait d'avoir des éléments rupestres dans la haie, y compris des cailloux qu'on a extraits de la parcelle et qu'on a bénés le long de la haie, ça apportera une plus-value pour les espèces rupicoles, donc des espèces qu'on n'a pas l'habitude de mentionner, hein, mais des algues, des lichens, des mousses seront favorisées par la présence de roches. Les espèces aussi thermophiles qui ont besoin de se chauffer, certains insectes, les reptiles, sont favorisés aussi par la présence de roches. Donc, ces micro-habitats sont intéressants à relever et apportent une plus-value à la capacité d'accueil de la haie. Euh, les espèces aussi terricoles qui creusent des terriers créeront indirectement des micro-habitats aussi favorables à beaucoup d'espèces, beaucoup de squatteurs les utiliseront. Et puis après, les dendro-micro-habitats, donc les micro-habitats qui seront présents dans les arbres, donc forcément les arbres à cavité, la présence de bois mort. Donc, souvent, la richesse écologique, par exemple, d'une forêt dépend de sa quantité de bois mort. Et bien, dans l'Est, c'est un petit peu la même chose. Le bois mort, il faut l'y laisser. Euh, et ça apportera forcément une plus-value pour toutes les espèces qu'on appelle saproxyliques, donc qui consomment du bois. Et puis souvent, ces micro-habitats, en fait, ils apparaissent naturellement à condition de laisser la haie vieillir. Donc ne pas surexploiter à des rythmes trop fréquents vos haies, simplement pour laisser quelques arbres vieillir qui présenteront ces micro-habitats, qui constitueront des habitats justement pour des espèces souvent en plus en mauvais état de conservation. Donc voilà juste quelques taxons ici qui seront favorisés par la présence de micro-habitats.
Donc voilà, donc un peu j'ai passé en revue les 9 critères. Donc vous voyez, ils sont assez facilement appréhendables. On pourra vous partager à l'issue de ce webinaire quelques documents qui vous permettent de les décrire et puis qui vous permettent un petit peu d'avoir une trace du discours que je vous ai tenu. Alors ensuite, lorsqu'on avait identifié par la bibliographie ces différents indicateurs, on a voulu les vérifier, nous, au niveau scientifique. Est-ce que la haie que j'ai décrit en bon état de conservation, est-ce que se traduit réellement par une meilleure biodiversité? Donc ici, un modèle bon, statistique, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, mais simplement, avec des relevés, notamment de coléoptères carabiques, mais on a eu les mêmes résultats avec la flore. On a perçu que une largeur de haie supérieure à 10 mètres allait avoir des effets sur la richesse et sur l'abondance des coléoptères carabiques, donc richesse spécifique. La présence d'un ourlet herbacé, dès lors qu'il fait plus de 50 cm, voire plus d'un mètre, eh bien, il aura des conséquences positives sur la richesse et sur l'abondance des coléoptères carabiques. A contrario, une continuité des étages, donc avec une approche trame verte et bleue, hein, c'est-à-dire une continuité horizontale. Dès lors que cette continuité est très affectée, elle représente moins 25%, ça aura des conséquences considérables sur l'abondance des coléoptères carabiques. Le simple fait d'avoir aussi une haie dans un paysage, eh bien, on démultiplie les habitats, mais ça a des conséquences directes sur les communautés, puisqu'on ne rencontrera pas la même communauté pardon, au centre de la haie, dans la parcelle agricole, mais également à l'interface entre la haie et la parcelle. C'est-à-dire qu'on avait fait des relevés, nous, au centre de la haie, dans la parcelle et à l'interface. Et on a observé des communautés complètement différentes, ce qui nous permet de dire que la simple fait d'avoir une haie permet, donc des fois à très peu, comment dirais-je, de distance, hein, quelques mètres, nous permet d'observer des communautés complètement différentes. Donc communautés floristiques différentes, communautés de coléoptères carabiques complètement différentes. Donc, je vais dire, planter des arbres, planter des haies. Juste, voilà un peu là, donc une illustration de nos et la vérification un peu statistique de nos travaux. C'est-à-dire qu'une haie auquel on aura donné une bonne note écologique à travers la description des différents critères que j'ai passés en revue, eh bien, nous ont démontré que les haies qui présentent une bonne note, au-dessus de la moyenne, en fait, accueillent 3 fois plus d'espèces forestières que une haie qui présentera une note inférieure à la moyenne. Donc l'abondance des carpes forestiers, notamment, augmente avec la valeur PGDH de la haie. On a fait le même travail avec la flore, et là, donc, les résultats étaient encore plus marqués, où on a une richesse floristique et une abondance cumulée qui sera nettement supérieure dans les haies qui seront justement, à travers nos critères et nos indicateurs, jugés en bon état écologique. Donc, le nombre d'espèces de la flore forestière et leur abondance cumulée augmentent avec la valeur PGDH de la haie. Donc, les données biologiques, en fait, ont validé les modalités et la pondération en fait, des critères choisis pour les espèces forestières. Autre approche, autre échelle, on s'est rendu compte, ça c'est un des travaux qui ont été menés par l'INRA et le CNRS de Rennes, que selon les paysages bocagers, selon notamment les densités bocagères, on observe des communautés différentes. Vous voyez, il y a les espèces forestières, donc en vert sur les graphiques, eh bien, sont très présentes et abondantes dans le paysage A, donc un paysage bocager dense, sont moyennement abondantes dans un paysage bocager déjà un peu plus ouvert, mais sont encore présentes. Et par contre, dans un paysage comme on sait, des paysages beaucoup plus ouverts, elles ont disparu. Donc, on a essayé de travailler le CNRS et l'INRA essayaient de comprendre pourquoi on avait des communautés différentes dans ces paysages. Et ils ont un petit peu supposé, et ils avaient flairé juste, que c'était des conditions microclimatiques qui allaient un peu conditionner la présence des espèces. Et notamment, ils ont voulu apprécier la qualité et décrire la qualité des paysages bocagers. Alors, vous savez, jusqu'à présent, pour décrire un paysage bocager, on ne s'intéressait à ne prendre en compte que la densité, donc des mètres linéaires sur une unité de surface. Mais ça ne fait pas tout. Et notamment, ils ont voulu apprécier les effets microclimatiques des arbres sur leur environnement. Un arbre, hein, ça évapotranspire énormément. Ça, une haie, bon, on connaît les effets brisement de la haie, on connaît les effets brisement d'un bosquet, on connaît aussi l'abri que peut constituer ou l'intérêt d'avoir des arbres dans les champs par rapport à notamment l'humidification de l'air. Et donc, ils ont réfléchi à créer un nouvel indice, une nouvelle métrique, une nouvelle unité de mesure, en fait, pour caractériser les paysages bocagers.
Et notamment, donc cette nouvelle métrique, ça s'appelle le grain bocager. Donc, c'est une métrique qui va intégrer donc, la densité bocagère, on ne peut pas s'en affranchir, la hauteur et la largeur des arbres, partant du postulat que plus un arbre est haut et large, plus il évapotranspirera, donc plus il va avoir d'incidence sur son environnement, et également la forme des parcelles, puisque des parcelles, donc à surface égale, là si on compare une parcelle rectangulaire ou une parcelle carrée, eh bien en fait la surface qui ne sera pas soumise aux effets de la haie par rapport à la distance à la haie, eh bien, sera supérieure dans une parcelle carrée que dans une parcelle rectangulaire. Juste si on regarde la photo, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais deux parcelles de dimension égale, on se rend compte que la gelée blanche, le matin, qui est encore présente dans la parcelle rectangulaire, vous voyez, avec l'ombre projetée là en 1, a complètement disparu déjà en 2 dans cette parcelle carrée. Et c'est explicable par le petit schéma à gauche, où forcément, eh bien, plus on s'éloigne de la haie, moins les arbres ont d'influence, et forcément, la surface qui ne sera pas soumise aux effets de la haie sera supérieure dans une parcelle carrée qu'une parcelle rectangulaire. Donc, ils ont réuni un petit peu tous ces paramètres dans une formule mathématique. Donc, comme je dis, des fois, c'est un truc un peu incompréhensible, hein, un truc un peu de chercheur. Mais lorsqu'on lance un peu ce calcul, on obtient où qu'on se trouve dans le paysage un indice qui va varier entre 0 et 1. Donc 0, on se retrouverait dans une parcelle complètement arborée et 1 dans un secteur où il n'y a pas un arbre. Et donc, on a tous les gradients. Lorsqu'on se trouve on lance le calcul partout dans le paysage. Donc, pour le faire, on a rasterisé des cartes et donc on les a pixelisées et on a lancé le calcul dans chacun des pixels. Eh bien, on obtient ces valeurs partout dans le paysage. Donc ici, c'est vraiment du macro, hein, puisque en rouge, là, c'est une communauté de communes, hein, 8 communes. Donc, ce qui est blanc, eh bien, c'est un paysage, c'est une valeur zéro, en fait, donc il n'y a quasiment aucun arbre. Et ce qui est vert très foncé, eh bien, donc c'est des valeurs plutôt très proches de 1, où il y a beaucoup d'arbres dans l'environnement qui a été pris en compte dans le calcul. Donc, alors nous, on a voulu essayer de comprendre pourquoi on avait des communautés différentes dans les paysages bocagers, selon ce degré d'ouverture et la présence des arbres hauts et larges dans l'environnement. Et donc, on a fait des relevés donc, de biodiversité, notamment toujours avec la flore et les coléoptères carabiques, dans des haies, dans différentes gammes de grains bocagers. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait un effet de seuil et qu'à partir d'une certaine valeur de grain, notamment qui était de 0,35, eh bien, on avait 3 fois moins d'espèces forestières dans les paysages qui présentaient justement des valeurs de grain au-delà de 0,35. On a fait le même travail avec la flore et c'était encore beaucoup plus fin on avait cet effet de seuil à 0,25. Alors ici, juste si je regarde le pattern et le comportement de certaines espèces de coléoptères carabiques par rapport au grain, donc on a ici en abscisse donc, des valeurs de grain de 0 à 1. On a ici le comportement et l'abondance de certaines espèces de coléoptères carabiques. Donc en haut, j'ai deux espèces agricoles où pour elles, bah, plus le paysage s'ouvre, moins il y a d'arbres, moins il y a de haies, bah, plus ça leur convient. Donc notamment celui de gauche, hein, c'est le coléoptère carabique le plus abondant en France, hein, Possibus cupreus. Je pense que vous en avez dans vos jardins. En bas, par contre, j'ai deux espèces forestières qui présentent deux patterns différents. Donc, il y en a une très forestière à gauche, c'est lui Vernalis, qui justement, lui, alors, il est très forestier, il est présent dans les bocages, mais bocages très denses. Et lui, il n'aime pas l'ouverture des paysages, c'est-à-dire que plus le paysage s'ouvre, bah, rapidement, plus il disparaît de manière linéaire jusqu'à atteindre un seuil jusqu'au moment où il disparaît à 0,35. Une autre espèce à droite, là, qui, voilà, le paysage s'ouvre. Bah, lui, il arrive à maintenir ses effectifs jusqu'à un certain seuil, à peu près 0,35, où là, ça ne lui convient plus du tout et il commence à disparaître. Donc, ça nous a permis justement de percevoir eh bien, les effets aussi du paysage sur les coléoptères carabiques. Donc, auparavant, on avait perçu en fait les effets de la haie sur l'abondance de ces coléoptères carabiques ou l'abondance de la flore. Ici, c'est les effets paysage sur leur présence et leur abondance. Et donc, on a voulu percevoir les interactions en fait entre ces deux échelles. Et ici, un graphique bon, qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais où on a sur la gauche en ordonnée donc, les valeurs de PGDH, donc les valeurs appliquées à la haie, avec ce seuil qu'on avait identifié à la moyenne, quoi, 50 sur 100. Et en abscisse, on a les valeurs de grains bocagés, de 0 à, bon, on n'a pas de haie au-dessus de 0,6. Et on se rend compte que les grosses abondances de coléoptères carabiques se trouvent dans les haies
donc qui avait une note au-dessus de la moyenne, et inscrite dans des paysages avec une valeur de grain inférieure à 0,35. Ce qui nous a permis de conclure en fait qu'il faut les deux. Il faut à la fois une haie de bonne qualité et inscrite dans un paysage bocager fermé. C'est-à-dire que si je regarde ici la valeur là, de 13,8, on avait en fait c'était des haies dégradées mais dans des paysages bocagers de bonne qualité. Eh bien là, les conditions n'étaient pas optimum pour accueillir des coléoptères carabiques en abondance. Comme ici à droite, là, avec cette moyenne à 7,5 coléoptères carabiques par haie, on avait des haies parfois en excellent état, mais inscrites dans des paysages bocagers dégradés, eh bien, on n'avait pas non plus des conditions optimum pour accueillir des coléoptères carabiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les deux, une haie en bonne qualité, inscrite dans un paysage de qualité, pour accueillir une biodiversité forestière de manière euh, efficace. Alors, il s'avère que les mêmes effets ont été observés avec la richesse spécifique. On a exactement les mêmes graphiques aussi avec la flore. Et récemment, les collègues du Gers ont fait le même travail, mais avec pour modèle les oiseaux. Et ils ont obtenu exactement les mêmes résultats que nous. C'est-à-dire à partir de 0,35 de valeur de grain, eh bien, les oiseaux disparaissent, les oiseaux forestiers disparaissent de nos paysages bocagers. J'accélère un petit peu. Alors juste, non, au niveau service écosystémique, très rapidement, donc c'est si on veut assurer par exemple une pollinisation sérieuse de nos cultures, eh bien, il faut avoir aussi une flore diversifiée à proximité de nos cultures et notamment à leur périphérie. Donc une flore diversifiée qui saura présenter des phénologies de floraison très étalées pour permettre en fait la survie et l'existence des pollinisateurs dans ces paysages et puis pour qu'ils soient réellement présents au moment où on en a besoin pour polliniser la culture. Pareil, en matière de régulation de ravageurs, lorsqu'on a des haies en bon état de conservation autour des parcelles, eh bien, on sait qu'elles sauront accueillir une grande diversité, notamment de prédateurs, qui sauront être présents et sauront être efficaces pour réguler, par exemple, des pullulations de micro-mammifères, comme illustré ici avec ce graphique retenu observé dans le Doubs. Vous voyez, les pullulations en milieu ouvert sur la gauche sont très très fréquentes, alors que dans les milieux bocagers, eh bien, elles sont beaucoup plus rares, et uniquement parce qu'en milieu bocager, en fait, il y a une abondance de prédateurs. On a les mêmes travaux avec les effets sur la régulation des pucerons. Lorsqu'on a des haies en périphérie de parcelles, eh bien, on a une multitude de diversités de prédateurs qui permettent justement de manière successive de consommer à différents stades de développement aussi des pucerons et qui nous permettront vraiment de contenir les pullulations. Juste ici un graphique pour illustrer les effets cumulés en fait de la présence des prédateurs. Une des stratégies des pucerons pour échapper par exemple à la prédation de la coccinelle, c'est de se laisser tomber au sol. Mais lorsqu'il y a des carabes ou des araignées au sol pour les boulotter, eh bien forcément on sera beaucoup plus efficace que si on n'avait que des coléoptères carabiques ou que des coccinelles pour assurer ce service. Donc voilà, quand on a justement des paysages qui présentent une certaine hétérogénéité de composition ou de configuration avec des haies autour des parcelles, eh bien, on a une foule d'espèces prédatrices présentes et qui permettront d'avoir un service de régulation efficace. Donc, juste, j'approche de la conclusion. Donc, une haie en bon état écologique par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter avec la description des différents compartiments, eh bien, en fait, c'est une haie avec une embase large, avec une bande enherbée à son pied, avec une bonne largeur de canopée, avec une densité et une continuité dans les étages de végétation, continuité verticale, continuité horizontale, une haie avec un étalement des âges des arbres, c'est-à-dire qu'à un moment, les matures, on peut les récolter, mais on sait qu'on a des jeunes arbres qui prendront le relais pour assurer une durabilité de la haie dans le temps, une diversité des essences. Plus on a d'espèces végétales, plus on aura d'espèces animales. Et on saura sauvegarder les micro-habitats, c'est-à-dire que cette haie et ces arbres, on leur permet aussi de vieillir pour présenter eh bien, en fait, des micro-habitats euh, réels. Et cette haie, en fait, elle est insérée dans un maillage bocager qui est suffisamment dense et connecté entre elles ou à d'autres infrastructures écologiques. Donc, juste, c'est ma conclusion. Donc, les deux conditions, état de la haie et qualité de la maille, déterminent en fait la capacité d'accueil de nos paysages. Donc, les deux outils qu'on a utilisés, donc à la fois le module biodiversité du PGDH mais qui peut être, comme je le dis, utilisable dans d'autres circonstances, et le grain bocager sont pertinents pour percevoir la fonctionnalité de la haie et du bocage. Et donc, les analyses détaillées sur les effets de l'état de la haie sur les peuplements carabiques, la flore et les oiseaux apportent des éléments pour conseiller en fait la gestion.
C'est-à-dire que l'examen des communautés, en fait, nous permet de nous orienter ensuite les conseils de gestion auprès des gestionnaires. Donc, tous ces travaux ont fait l'objet d'une publication. J'ai mis les références et je vous inviterai à vous y référer. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, David. J'ai récolté quelques questions qui ont été posées dans le chat. Ça va, du coup, ça Je te vais fait arrêter le partage si plonger. tu veux. J'étais un petit peu long, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on gardera quand même 15 minutes de questions-réponses. Et le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay aussi ensuite, pour ceux qui auraient voulu participer à ces questions-réponses mais doivent s'absenter. Donc, tu avais une question de Marine Levrard au début. Est-ce que tu as des préconisations de largeur à laisser entre les rangs des linéaires en double, voire triple rang? Oui, généralement, on met 1,50 m à peu près. Alors, sachant que si tu laisses plus de largeur, tu auras un peu plus d'écart, mais ce sera efficace également, hein. Rapidement, ça va s'enfricher dans un premier temps, se coloniser par la suite. Généralement, quand je fais des plantations double ou triple, je mets 1,50 m, moi, entre les plants sur la ligne et en quinconce et entre les rangs. Voilà, si tu mets 2 mètres, ça ira bien aussi. Marine, est-ce que ça répond bien à ta question? Il n'y avait pas Oui, plus de ok, détails, merci. Merci beaucoup, David. Merci, Juliette. ça marche. Il y avait une autre question de Justine. Est-ce que tu veux qu'on alterne pour les questions Vas-y, je te laisse poser la deuxième, je prends la suite Ça va. après. Ok. Alors, de Lucie Fourré, est-ce que l'aubépine attire d'autres types de punaises, comme des punaises diaboliques? Type punaise Diabolique, diabolique. ouais, je connais pas les espèces diaboliques. Oui, oui, alors l'espèce de punaise que j'ai présentée, simplement, elle est complètement inféodée à l'aubépine, mais il y a d'autres espèces de punaises qui vont fréquenter de l'aubépine. Après, faut pas psychoter, hein, c'est parce que tu mets des aubépines que tu auras tes punaises diaboliques. Par contre, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a des haies pluristratifiées hautes, diversifiées, enfin des haies en bon état écologique, hein, telles que j'ai pu les décrire à la fin, donc forcément, il y a beaucoup d'espèces qui interagissent toutes entre elles, qui s'autorégulent. Et généralement, même si à un moment il y en a une qui est peut-être tendance à dominer d'autres espèces, eh bien généralement il y a aussi les prédateurs présents pour les rappeler à l'ordre le moment venu, quoi. Après, je suis pas spécialiste des punaises. Voilà, je rentrerai pas plus dans le détail. Du coup, après, c'était pas vraiment une question, mais je pense que la réponse a été donnée dans le diaporama à la fin. Est-ce que c'était possible d'avoir les livrables en fait du programme que vous avez mené pendant les 4 ans? Oui, 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 bien sûr. Et, bah, je vous enverrai un lien de téléchargement, hein. Et pour suivre cette petite question, du coup, on avait une question sur est-ce que c'est possible de développer l'indicateur rond sur la pression d'entretien? L'indicateur RONS. Oui. Alors, oui, alors l'indicateur, en fait, lorsqu'on note sa présence, on note sa présence donc en appréciant la présence en linéaire et en proportion de présence de la ronce sur le linéaire de haie qu'on décrit. Généralement, c'est soit elle est absente, soit elle est présente à moins de 25% du linéaire, entre 25 et 50% du linéaire ou plus 50% du linéaire. Donc voilà les quatre classes qu'on a dû identifier. Alors c'est pareil, je vous ferai parvenir un 3 pages, hein, qui présente un peu tous les indicateurs avec les différents classes, donc favorables et moins favorables. Ça vous permettra de l'apprécier. La ronce est vraiment un bon indicateur parce que ça permet de renseigner le gestionnaire. En fait, les pieds de haie sont souvent très malmenés, hein, à coups d'épareuse ou d'autres outils qui interviennent, ou des fois du traitement phyto aussi qui déborde. Donc la présence de la ronce est un bon indicateur justement de l'état écologique de la haie. Puis ce qui est intéressant, c'est que un gestionnaire qui avait des pratiques, on va dire, impactantes, à partir du jour où il prend la décision de lever un petit peu le pied, bah, la ronce réagit très vite en fait, et dès N+1, on perçoit les effets, quoi. Alors après, évidemment, on connaît aussi sa dynamique. À un moment, faut aussi savoir la contenir, mais pas de manière systématique et récurrente comme on a l'habitude de le voir, quoi. Il y avait eu deux questions de Lucie Russelin et Marius Poulain sur la question de la ronce. Est-ce que ça répond à vos questions, la réponse qu'avait faite David sur la ronce, ou est-ce que vous vouliez plus de précision?
En larron, c'est assez facile quand même à contenir, faut pas exagérer, mais souvent on reproche la difficulté d'entretien sous les fils, par exemple, hein, avec ces primocanes là, lorsque larron se produit justement ces tiges volubiles là, pour se, comment dirais-je, se diffuser, se déployer. C'est vrai qu'elles peuvent être contraignantes. Souvent, par contre, ce qu'on rencontre très fréquemment, c'est que les clôtures en fait sont positionnées beaucoup trop près des haies. Laissez de la place, laissez un peu d'espace et sachez un peu éloigner les cultures de manière aussi à vous soulager le boulot en termes d'entretien, quoi. C'est sûr que si le fil électrique, on le met dans la haie, eh bien, on aura que des déboires et des difficultés à l'entretenir. C'est une réalité. Laisser de la place à la haie, hein, ça, c'est un gros message à entendre et à promouvoir. Et sur ce point, il y avait une autre question. Est-ce que, que je reprenne le fil, de Anna Payet, on y a répondu un peu dans le chat, mais peut-être que là, tu peux rebondir. C'est un peu en lien avec cette présentation. Quelle préconisation tu donnerais à une collectivité qui souhaite développer des haies et consommer une partie du bois pour développer une filière bocage, enfin filière bois Ah, là, il n'y a énergie? aucun problème, hein. La gestion durable des haies, d'abord, n'empêche pas une coupe et une exploitation de bois. Par contre, ça doit être réfléchi dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est tout l'intérêt et tout l'objet d'établir un plan de gestion durable des haies à l'échelle d'une exploitation. C'est-à-dire qu'on va organiser la pratique et la récolte du bois, de manière à assurer une durabilité aussi du bocage. C'est-à-dire qu'on va organiser les travaux d'exploitation et de coupe, comme je dis, dans l'espace et dans le temps. Et une des garanties que l'on saura prendre pour justement éviter des débordements ou des risques d'être trop impactants, c'est le label haie, hein, où, donc à travers un certain nombre de critères et d'indicateurs, eh bien, il va garantir en fait la durabilité de la haie, mais tout en impliquant une possible exploitation et valorisation du bois. Mais comment dirais-je, garantir cette durabilité, c'est aussi prendre en compte les intérêts de la biodiversité, hein. Voilà, les deux sont absolument compatibles, il n'y a absolument aucun problème. Simplement, bah, il faut y accorder une certaine attention. Et c'est tout le talent un petit peu qu'on attend du technicien qui réalisera le PGDH, hein, le plan de gestion durable des haies, de savoir organiser dans l'espace et dans le temps les actions sylvicoles à mener sur chacune des haies pour justement prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne va pas dénuder un îlot complet d'une exploitation. Comme lorsque on a affaire à une haie de futaie, c'est absolument inconcevable de la mettre à nu. Donc on l'exploitera de manière progressive dans le temps, de manière à ne pas être trop impactant pour la biodiversité. Et de la même personne, il y avait une deuxième question sur, en lien avec les indicateurs que tu présentais. Est-ce qu'il y a un indicateur qui prendrait en compte, je pense que c'est dans ce sens-là que la question a été posée, qui prendrait en compte l'adaptation au changement climatique? Non, il n'y a pas vraiment d'indicateur. Par contre, aujourd'hui, toutes les structures qui font de la plantation de haies, par exemple, eh bien, pour certaines, expérimentent certaines essences. Alors, des fois, c'est un petit peu des choix à faire sur des probabilités, on va dire, de développement ultérieur ou de maintien, de survie, en fait, d'existence de plants. Je pense que si on s'aventure un petit peu à faire ces tests, alors aujourd'hui, il y a des espèces qui naturellement gagnent vers le nord. Donc, envisager, imaginer une migration, on va dire, assistée, c'est un petit peu l'attitude à avoir. Par contre, ne jouez pas trop les apprentis sorciers à vouloir importer, introduire dans vos paysages des espèces trop exotiques, quoi. Voilà. Et par ailleurs, par contre, miser sur la régénération naturelle, bah, c'est souvent un très bon choix parce que bah, les espèces qui vont naturellement s'implanter dans une station et qui survivront au fil du temps, parce que il y aura une sélection naturelle qui va s'opérer, eh bien, seront forcément des espèces qui seront adaptées à la configuration, on va dire, pédoclimatique, quoi. D'accord. Et sur la question de la régénération naturelle, en fait, la personne, elle posait ça plutôt sur la question de la régénération naturelle. Ouais. Euh, Moi, je crois beaucoup à cette façon de faire. Alors après, il y a différentes options, hein, d'ailleurs, qui vont être expérimentées dans beaucoup de territoires via un peu
ce qui se déploie là avec le pacte de la haie. Donc voilà, assister ou non, est-ce qu'on doit semer, est-ce qu'on doit au préalable préparer le sol? Est-ce que, bah, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend aussi de la configuration dans laquelle tu te trouves. Si tu es dans un contexte de bocage très fermé, avec beaucoup de semenciers autour de toi, eh bien, tu peux peut-être ne rien faire, simplement mettre en explos un espace qui va, au fil du temps, se coloniser. Après, si tu es dans un espace où il y a beaucoup moins de semenciers autour, bah, on peut aussi l'assister en mettant des alignements de branches ou imaginez créer de la haie de benge ou y apporter des semences, quoi. On travaille le sol, on sème des glands ou plein d'autres graines, hein, et on voit ce que ça donne. Alors là-dessus, il n'y a pas forcément encore de recette miracle, hein. Voilà. Et je prends Expérimentons. Par contre, lorsque vous expérimentez, quelque chose d'important, c'est de bien contenir toutes les actions que vous menez. Écrivez ce que vous faites, même quand c'est un échec. On doit savoir si ça, voilà, j'avais fait ça, ça n'a pas marché. Bah, c'est bien de l'écrire. Voilà. ça, c'est la parole du chercheur qui... Mais non, mais c'est important parce que souvent on met en lumière que les expériences positives. Mais ça Bah veut oui. dire qu'on laisse les copains explorer ce qui a déjà été expérimenté puis qui n'a pas marché, quoi. Je prends une dernière question qui a été posée par Baptiste Duguet. Quelle est la richesse spécifique arborée ou arbustive nécessaire dans une haie pour assurer la présence d'une biodiversité faunistique aussi bien spécialiste que généraliste? Est-ce Bonne que question. tu aurais une réponse? Ouais, ouais. Alors, dans les critères, je me suis appuyé sur des travaux du CNRS là-dessus, où généralement, on considère qu'une haie est pauvre lorsqu'elle présente moins de 5, donc de 1 à 4 espèces ligneuses. De 5 à 9, on considère que c'est moyen, et plus de 9, c'est riche. Voilà, avec toutes les conséquences qui vont avec. Alors après, lorsqu'on recrée du linéaire de haies, qu'on réorganise, qu'on restructure un maillage bocager sur une exploitation, euh, plutôt que de planter des haies avec 25 essences différentes, où ça risque de compliquer la vie du gestionnaire, il vaut mieux raisonner à une échelle un petit peu supra et de dire, je vais planter une haie avec 5 ou 6 espèces, 5 ou 6 espèces, et puis sur l'autre côté de la parcelle, je vais mettre en plus, parce que l'exposition sera différente, peut-être que le sol sera différent, bah, 5 ou 6 autres espèces, et puis etc. C'est-à-dire de raisonner aussi à l'échelle paysagère en matière de diversité floristique. Alors après, au fil du temps, à condition de ne pas y appliquer une pression d'entretien trop forte, notamment une règle, hein, on n'intervient pas pas d'outil mécanique sur la ligne de vie de la haie, euh, ben, forcément, votre haie va naturellement se diversifier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont apparaître au gré du transport par la faune ou le vent, quoi. Bon, et il y a quand même une dernière question sur un sujet qui revient souvent, le Polonia. Ah, Toi, je suis pas quel expert. est ton principe de précaution sur ce sujet? Je suis pas expert, si ce n'est qu'un point de vue, mais une règle un petit peu généraliste, hein. Jouer un peu les apprentis sorciers en voulant introduire des espèces exotiques, bah, c'est jamais bon. Parce que même si l'espèce peut-être est adaptée, est intéressante pour ce que l'on veut en faire, c'est-à-dire capter du carbone, produire du bois ou de la matière avec d'autres formes de valorisation, peut-être. Sauf que c'est prendre un risque d'introduire en même temps bah, des pathogènes ou des insectes qui sont pas complètement exotiques et qui auront d'autres conséquences sur nos environnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des principales menaces qui pèsent sur la préservation de la biodiversité dans le monde, hein, c'est l'introduction d'espèces. Voilà. Donc, ne continuons pas à le faire. Aujourd'hui, on sait les risques qu'on prend à introduire des espèces exotiques dans nos paysages. Et on a assez d'essences variées à valoriser, où on peut concilier, on va dire, optimisation justement de la captation de carbone, production de biomasse pour une valorisation quelle qu'elle soit, et accueil de biodiversité. On a un choix énorme, quoi. Voilà. Donc, voilà le point de vue que j'ai sur le polonien. Et je partage l'article de l'INRAE qui avait été écrit à ce sujet-là. Je le mets dans la La, conversation. la, la fac agroforesterie a dû faire une synthèse aussi. Quelques collègues, je sais que Marine Lévrard avait fait un joli travail aussi de bibliographie sur le sujet. On commence à avoir de la connaissance et du recul là-dessus, mais restez prudent, quoi. Voilà. Bon, je vais mettre fin à cette réunion. Il y a encore des questions qui arrivent, mais
Je pense que, je sais pas, David, si tu as encore un peu de temps Non, juste une pour une remarque. Donc, dernière Juliette, question. si, donc, je suppose que tu as les liens de toutes les personnes qui ont participé. Donc, je vais t'envoyer Oui, un petit kit de documentation que tu pourras partager. super. Bah, il y avait pas mal de questions à ce sujet, pour surtout les documents que tu présentais, les articles. Donc, je pense que ça fera pas mal Plaisir. d'heureux. Bah, dans ce cas-là, on va Alors, juste pour les mettre citer, parce que ça. c'est important, donc ce travail, je l'ai mené avec deux personnes que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, hein. Donc, à l'INRAE, notre référence était Jacques Baudry, donc une pointure mondiale de l'écologie des paysages, notamment bocagers, et Catherine Moret, qui à l'époque travaillait comme directrice et responsable du service environnement de cette collectivité territoriale de l'Agnon Trégor Communauté, qui est devenue donc aujourd'hui directrice de la fac agroforesterie. Voilà. Ça marche. Bah, tu as plein de remerciements dans le chat, en tout cas, pour la présentation. Merci à vous.